Spider-Man Noir, la nouvelle série sur Spider-Man en live action est enfin sortie. Je me la suis rattrapée après avoir hésité un moment à la regarder parce que un produit Spider-Man fait par Sony, c'est souvent de la merde. Salut Venom, salut Kraven, salut Morbius. Voilà. Mais cette fois-ci, je sais pas ce qui va arriver, je sais pas qui est-ce qu'ils ont mis aux commandes pour faire ça, mais c'était génial. Cette série Spider Noir a été un bonbon du début à la fin sans aucune faute. J'ai surkiffé les 8 épisodes, il me semble, de cette série. Qui, pour la faire courte, pour vous résumer la chose, c'est donc vous allez voir le Spider-Man dans les années 30 à New York, qui est un détective privé, il va devoir se mêler des affaires mafieuses de la ville, et surtout d'un nouveau mystère, car plusieurs personnes récupèrent des super pouvoirs. Donc on est au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc il y a encore des traumatismes et des choses comme ça. C'est assez intéressant. Du coup, la personne qui joue Spider-Man, ici, est Nicolas Cage, qui donc a 62 ans. Donc il joue un Spider-Man qui a 62 ans. Donc c'est assez intéressant de voir ce Spider-Man vieillissant, qui a bout de force, qui a arrêté d'être un super-héros et qui maintenant est au bord de la retraite. Et qu'est-ce que c'était génial. Le Nicolas Cage joue très bien le personnage, il est attachant. Comme au début, il est un peu... On l'aime pas trop parce qu'il est assez bougon et il râle souvent et il dit non mais je veux plus être héros, etc. Mais il fonctionne extrêmement bien, en fait, il en devient touchant, il raconte des choses par le prisme de ce traumatisme qu'il a avec la Première Guerre mondiale, ou du rapport qu'il a avec les autres personnes avec les pouvoirs, qui est assez intéressant. C'est comme ils ont rajouté des trucs en plus à Spider-Man, par exemple, il a des spasmes, ça des fois il fait comme des spasmes d'araignée qu'il contrôle pas, et c'est déjà une idée assez novateur de, ok, donc c'est un mec avec du super pouvoir, mais il y a des malus quand même avec ça, c'est-à-dire que c'est quand même un mélange d'araignées et autres qui fait une mutation dans son corps qui est pas naturelle et ça se sent. Et gros, donc il a des toiles organiques. Le costume qu'il a, je le trouve formidable, personnellement. C'est comme dans le film d'animation de Sony, donc parce que la série est un spin-off à ça, en fait. C'est le même personnage que dans les films Spider-Verse, qu'il a sa propre série. Mais je ne sais pas si ça se passe avant ou après les films Spider-Verse, je pense. Avant, quand même. Mais la série est intéressante pour plusieurs points, déjà. Déjà, comme vous pouvez le voir sur ma vidéo ici, nous sommes en noir et blanc. Eh oui, car toute la série se passe en noir et blanc intégralement. Et c'est une très bonne idée. Car vu que l'histoire se passe dans les années 30 et qu'elle utilise plusieurs astuces de montage ou de mise en scène propres au film de cette époque, au film qui mettait en scène l'entre-deux-guerres, ce qui donne un certain charme à la série qui fait encore plus s'accrocher. Donc évidemment, l'univers de Spider-Man se prête très bien à cette esthétique. Et pour ceux qui regardent la série en couleur, je ne vous écoute pas, ok, d'accord? Je ne vous écoute pas. Pour moi, la série se joue en noir et blanc intégralement. Et là, j'ai les mecs qui sont voués à la VO qui vont me dire que je suis un connard parce que j'ai regardé la série en VF. Parce que je regarde toutes mes séries en VF. Je vous emmerde. Mais oui, donc la série, donc c'est d'abord Nicolas Cage qui joue parfaitement ce rôle, qui est fantastique là-dedans. Mais aussi tous les personnages autres qui sont joués par des acteurs que je ne me souviendrai pas de leur nom, je suis désolé. Vous irez voir sur Google, d'accord. Mais qu'en fait, c'est qu'il y a très peu de personnages en soi dans le film, dans la série. Ce qui fait qu'en fait, c'est facile de s'attacher, ils sont tous très développés et on les voit souvent, donc t'arrives à t'attacher à certains et autres. Parce que dans la série, ce qui sont intelligents, c'est que vu qu'ils partagent les droits avec Marvel, c'est pas exactement les personnages. Ce n'est pas Peter Parker que nous voyons, mais Ben Reilly, qui dans les comics est un clone de Spider-Man créé par le Chacal. Ne demandez pas pourquoi. C'est les comics. Donc nous n'avons pas Peter Parker, nous avons Ben Reilly. Ensuite, nous n'avons pas Black Cat, mais Cat Hardy, car Black Cat s'appelle Felicia Hardy, donc Cat, Black Cat, Hardy, Felicia Hardy. Nous avons aussi l'homme sable qui est appelé ici Flint Marco, son vrai nom. Nous avons Electro qui est appelé par son nom aussi. Et nous avons Tombstone, appelé Lenny du coup tout le long, qui est assez rafraîchissant de voir certains méchants de Spider-Man qu'on n'avait pas vu depuis longtemps en live action. Vous me direz, Electro et l'homme sable, on les a vus en No Way Home, mais c'est resté les incarnations qui avaient affronté Tobey Maguire et Andrew Garfield. Donc c'était pas novateur, hein, les nouveaux acteurs, etc. pour jouer des rôles. C'est comme il y a au tout début de la série, on voit le premier super vilain entre guillemets, qui est Molten Man. Alors, ils font la blague du c'est une vraie torche humaine. C'est pas la torche humaine, c'est Molten Man. Vous ne connaissez pas Molten Man? C'est normal, personne ne connaît ce personnage-là, il est obscur et personne ne le connaît, mais moi j'aime beaucoup Molten Man, c'est sympa. Voilà, donc il y a aussi donc les alliés de l'araignée, parce que du coup ils disent pas Spider-Man toute la série, ils disent l'araignée. Parce que moi j'aime bien parce que ça donne ce petit côté ancien, parce que dans les comics, vous pouvez voir là notamment, dedans, il n'y a jamais écrit Spider-Man ou autre, il y a toujours écrit l'araignée. C'est comme Iron Man est nommé l'homme de fer.
les vieux noms à la française qui sont gardés, j'aime bien, moi, ça me touche. Il y a aussi le personnage de Silverman, qui est le parrain de la mafia de New York. Ça se voit que c'est un fisc un peu en dessous, mais il existe dans les comics, Silverman, pourquoi pas, mais c'est pas le plus intéressant. Mais il reste dans la série assez impactant et autres, parce que toute cette série est une sorte d'enquête du pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont des super-pouvoirs, qu'on découvre qui ils sont, on développe leur lien avec les autres personnages, puis ensuite on revient à la base du complot de, ok, on sait comment ils ont eu leur pouvoir, après qu'est-ce qu'on en fait, comment on les bat, comment est-ce qu'on arrête le complot de Silverman prend la tête de New York. C'est assez intéressant et prenant comme série, sauf que il y a des scènes qui sont fantastiques. Notamment les scènes de voltige avec Spider-Man. Oh putain, quel plaisir! Après une saga du MCU où nous avons vu Spider-Man faire de la voltige de merde, désolé, mais Tom Holland, il sait pas voltiger, je suis désolé. On espère que dans Brand New Day, ce sera nouveau qui va faire de la voltige. Mais dans cette série, la voltige et les pouvoirs de Spider-Man et les scènes d'action en général, oh, qu'est-ce qu'elles sont kiffantes! Surtout qu'elles sont kiffantes parce que, vu que Ben Reilly est près de la retraite et qu'il a abandonné son rôle de Spider-Man, eh bien on voit très peu l'araignée dans cette série au final. Genre je crois qu'on attend fin d'épisode 2 pour voir le costume, et vraiment genre il y a 3 combats avec l'araignée, donc c'est intéressant, du coup on l'attend, on va dire ah, comment il va aller, et quand il arrive, il est là, il est exactement comme on le voulait, il se bat avec une chorégraphie qui est dingue, il change de personnalité, Spider-Man c'est vraiment ce mec qui, Peter Parker dans la vie de tous les jours est assez sérieux et déprimé, et quand il joue Spider-Man il fait plein de blagues, etc. Et là il le joue bien, je trouve, Nicolas Cage à ce moment-là. Je sais pas si c'est lui qui joue même dans les scènes avec le masque, peut-être pas, parce que quand il faut donner des coups et autres, il est peut-être un peu trop vieux pour ça, mais quand il portait le masque, à chaque fois je me disais ah, Spider-Man, et c'était des scènes géniales. Vous savez, comme la série a une esthétique que j'aime beaucoup, voilà, vous voyez avec ma caméra où l'écran est légèrement penché, parce qu'il fait souvent ça, des plans qu'on appelle des plans débulés, parce que vous savez, il y a une petite bulle quand vous pouvez voir si le truc est penché ou pas. Donc là on est un plan bulé, là c'est débulé. Souvent des plans débulés sur les personnages ou autres. Il n'y a jamais de plan classique en soi, donc ça qui est hyper intéressant cinématographiquement parlant, et qui, moi, en tant que mec qui adore faire le cinéma, qui aimerait faire la réalisation un jour, vous voyez dans les vidéos que je fais, vous voyez que j'essaie des petits trucs de temps en temps, ça reste hyper intéressant et neuf en fait, que pour un film, enfin pour une série sur des super-héroïques, et de le prendre comme ça au pied de la lettre, on va le faire sérieusement, etc. On assume les effets kitsch et autres. Moi, ça m'a conquis, c'est sûr. Je sais qu'il y a des plans où t'as les villes de New York où tu vois la lumière en fond qui descend sur la rue, etc. Ils arrivent parfaitement à jouer avec les nuances de blanc et de noir parfaitement dans la série. Je sais pas du coup si dans la version en couleur c'est aussi bien géré. Si c'est le cas, c'est incroyable, parce que gérer la lumière en noir et blanc et en couleur, c'est très dur de faire les deux en même temps. Donc c'est dur de faire une bonne lumière. Donc, Spider Noir, j'ai passé un excellent moment. Les chorégraphies, les personnages, l'histoire, l'esthétique de la série qui est fabuleuse. C'est pour un spin-off d'un personnage secondaire de Spider-Verse, je m'attendais tellement pas à ça. Et ce qui fait que maintenant, j'adore ce personnage de Spider-Noir. Il faut qu'on vive dans une époque où on a 4 acteurs de Spider-Man qui sont tous les 4 génial. Tobey Maguire, légendaire, Andrew Garfield, pour moi celui qui joue le mieux, Tom Holland, pour la jeunesse, pour ma génération et autres, on l'adore. Et maintenant, Nicolas Cage qui se refait ses armes d'honneur, c'est incroyable, j'étais surpris, quoi, c'était bluffant. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais allez voir Spider Noir chez vous, vous allez passer un excellent moment, je vous l'assure. Franchement, c'est pas raté. Puis même, petit bémol, je trouve, c'est que oh, il y a beaucoup de références du coup aux amis de Spider-Man, au Daily Bugle ou à tout son univers, c'est bien. Je m'attendais à une petite référence à Spider-Verse. Tu sais, je m'attendais à une petite scène post-crédit à la fin de la série où il joue, vous savez, avec le Rubik's Cube qui récupère à Miles dans Into the Spider-Verse. Je m'attendais un peu à ça aurait été rigolo. Et je crois qu'il fait une mention à un moment du fait que, ah, peut-être qu'il a voyagé dans le multivers, parce que à la fin de la série, Katardi lui dit un truc, du genre, tu n'as pas assumé toute cette responsabilité et autres. Et lui, il dit, c'est le fardeau des Peter de faire ça. Tu fais, attends, sachant que tu t'appelles Ben, tu ne connais pas les Peter Parker. Comment ça se fait? Peut-être que... Ou bien c'est juste moi qui ai mal compris le joke, je n'en sais rien, mais... Moi, je l'ai vu comme ça. Mais qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les effets de maquillage pour les ennemis
Genre Electro, il a genre des petites cicatrices d'électricité sur le visage, sur les mains, etc. C'est pas vraiment genre un gros costume, c'est vraiment, c'est très kitsch, tu voyais. C'est comme Tombstone, il a des petites écailles et des trucs un peu sur la peau à droite à gauche. C'est rigolo, l'homme sable, il a des petits grains et autres, et sa main devient juste un peu plus grosse, mais il fait pas non plus des trucs gigantesques où il devient un titan de sable. Il y a pas de ça, donc ça reste très minimaliste et ça marche extrêmement bien. C'est comme des fois il y a des trucs un peu plus gore, et ça, quel plaisir. C'est comme quand ils vont, on découvre comment ils ont tous eu leur pouvoir dans une expérience des Allemands pendant la Première Guerre mondiale, où tu vois des mecs qui qui ont été mutés avec des animaux, mais genre, ça a mal fonctionné, donc t'as un gars, genre, la moitié de sa tête, c'est vraiment une araignée, il a un appendice en plus au niveau du ventre, genre, c'est dégueulasse, et après, parce que Spider-Man se fait mordre par Man Spider, si on peut dire ça, l'homme araignée. C'est un mec, comme je vous dis, qui est dégueulasse, comme ça, avec des trucs d'araignée partout, qui vient mordre au bras. Et c'était une très bonne idée, je trouve, à ce moment-là, un plus de gore et de sale par rapport à cette période de l'histoire qui, il faut le dire, le New York des années 30, c'était pas comme aujourd'hui, quoi. Il n'y avait pas un Times Square avec des écrans LED à plusieurs millions et autres. C'était la pauvreté, tu vis dans les rues. Il parle aussi notamment des violences policières sur les Afro-Américains et autres. C'est des sujets qui sont intéressants quand même, même au niveau des traitements des personnages féminins qui sont pas comme des objets de désir ou autres, sexualisés ni rien. Il y a Katardi qui se sert de son charme, mais pour essayer de s'émanciper de Silverman et autres. Donc, intéressant. C'est comme la secrétaire de Ben, qui sert d'une secrétaire. Mais qu'est-ce que j'adore cette dame! Alors déjà, au niveau du corps, ils l'ont pas du tout sexualisé, c'est vraiment une femme qui est body positive et autres, c'est génial. Et puis, souvent, c'est elle qui règle la situation. Dans des fois, genre, t'as Ben qui est bourré et autres parce qu'il est dépression, et elle va faire l'enquête, elle va améliorer et autres, elle va faire les choses. Fantastique. Qu'est-ce que je peux dire encore Oui, il y a des mises en scène qui sont assez intéressantes. Des fois, parmi ils font des écrans scindés quand deux personnages se parlent au téléphone ou quand deux personnages ont deux scènes assez similaires qui s'entrechoquent même à distance. Donc, ils tranchent les cases. C'est comme dans cette intro d'OSS 117, vous savez, où l'écran se divise en plein de cases. C'est formidable. Encore le dernier épisode où Katardi va affronter Silverman dans une salle des glaces, je crois. Vous savez, le truc où il y a plein de miroirs et on se reflète dedans et autres. Et elle essaie de lui tirer dessus. Du coup, t'as plein de reflets de lui en même temps et t'as les balles qui passent, le verre se brise. Je trouve cette séquence extrêmement belle. Faut le dire, où c'est comme... je vous dis les plans avec Spider-Man avec la lumière en contre-jour derrière. C'était formidable cette série et j'ai même, je pense, me la re-regarder un jour avec des amis ou autre. Mais pour un produit dérivé c'est immense tout un produit dérivé d'un produit dérivé, parce que c'est un comics qui devient un film. Et après, on fait un film d'animation. Et on fait une série sur le film d'animation, sur le film, sur les comics. Ça me fait beaucoup rire. C'est ça, Marvel. Mais ce petit projet indépendant, Marvel, qui n'est pas en lien avec quoi que ce soit, hormis Spider-Verse, vite fait pour l'inspiration du personnage, continuez comme ça, et franchement, Sony, si vous arrêtez de faire vos merdes de films sur les méchants de Spider-Man que vous faites, qui sont du à chier, et que vous faites ça, franchement, moi je suis conquis, je vous le dis. Continuez comme ça, on a adoré. Oui, hello. Arrive.